Sur les réseaux sociaux, une histoire de faire la chronique. Beaucoup de personnes en parlent et justement, ça fait couler beaucoup d'encre parce que justement, on parle de suicide. Le mot suicide fait peur. Lorsque vous en entendez parler, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui peut emmener une personne à en arriver jusque-là? Et entre-temps, on parle également de dépression. Pour beaucoup, la dépression est la route la plus facile pour atteindre le niveau de suicide. Mais attention, qu'est-ce qui emmène finalement la dépression? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de jeunes choisissent cette solution comme étant une solution pour mettre fin à leur vie. Parce qu'on considère que la vie est devenue difficile. Il y a tellement de pression, que ce soit la pression sociale, professionnelle, la pression psychologique ou morale ou encore la pression financière. Et lorsqu'on se retrouve en société, on ne sait pas réellement vers qui aller. Parce qu'on a peur de la stigmatisation. Lorsque je vais, en tant que père de famille, me plaindre auprès d'une autre personne comme quoi je suis en dépression ou que je vis très mal une situation, il se pourrait qu'on se moque de moi. Il se pourrait qu'on ne l'accepte pas, qu'on me prenne pour la chochotte du quartier, pourquoi pas. Et donc, c'est une situation qui vous met de la honte dessus. Alors que, mesdames et messieurs, nous sommes tous des êtres humains. Et nous passons par des hauts et des bas qui méritent quand même beaucoup d'attention. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons des psychologues pour nous écouter. Mais qu'est-ce que nous faisons justement de cette solution? Très peu de personnes vont consulter un psychologue. C'est normal de les consulter. Ils travaillent sur notre santé mentale. Ils nous aident à équilibrer les choses, nos émotions, mais également les choses qui nous entourent. Mais c'est ce que nous ne savons pas. Un jeune journaliste sur les réseaux sociaux a lancé un cri d'alerte. Sur sa page, il publiait de temps en temps des paroles qui emmenaient beaucoup de personnes à comprendre qu'il était proche de mettre fin à sa vie. Plusieurs personnes se sont engagées derrière lui pour comprendre ce qui se passait réellement et l'emmener à ne pas en arriver là. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir qu'une personne a été sauvée de justesse parce que vous vous êtes engagé derrière elle. Mais qu'en est-il de ceux ou de celles qui ne parlent pas et qui vivent leurs instants dans le silence? Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons consacrer 1h15 à la question du suicide. Beaucoup de jeunes passent par là. On y a pensé une fois dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'il faille en arriver jusque-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas en arriver jusque-là? Ce sera l'objet de notre émission spéciale débat aujourd'hui mardi. Je suis contente de vous retrouver dans cette émission. Elle se fera avec moi-même, Ruth Dionou. Nous serons avec Maman Suzanne, Mister Sagat, et nous avons également un expert. Il est psychologue, clinicien, qui nous parlera ou qui nous donnera des outils ou encore des astuces sur comment arborer, comment passer ces moments difficiles et surtout comment guérir de la dépression parce qu'attention, la dépression reste une maladie à part entière. Merci donc de nous retrouver dans cette émission. Le numéro sera affiché pour que vous puissiez également interagir si vous avez une personne autour de vous ou vous-même avez déjà traversé une situation comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre témoignage avec nous. C'est Océane pour vous sur la chaîne nationale. C'est parti.
pour la célébration des anniversaires, vous le savez déjà, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Ça ne se fera pas parce que le sujet est un peu plus sérieux aujourd'hui. Nous sommes là pour sauver des vies, nous sommes là pour trouver des solutions et je reviendrai encore et encore là-dessus. Ce mot, il est très important, le suicide, qu'est-ce qu'on en fait? Suicide et dépression. Quelqu'un a dit que c'est un pont direct. Hein. Vous quittez l'un et vous allez vers l'autre. Et ce qui est malheureux, c'est que vous ne pouvez pas, lorsque vous arrivez au niveau de suicide, revenir en arrière et retrouver votre cours de vie aussi facilement que possible. Vous devez absolument faire un travail sur vous, travailler votre mental, votre manière de concevoir les choses qui vous entourent, les personnes qui vous entourent également. Et attention, on peut facilement arriver au suicide lorsqu'on est très, très mal entouré parce qu'une parole mal placée, un mot mal dit peut emmener une personne dépressive à vouloir en finir avec sa vie. Aujourd'hui, c'est une émission de débat. Et pour la faire, je serai avec Miss Ruth Dionou, comme je l'avais introduit tout à l'heure, qui sera accompagnée de Mr. Sagat et Madame Suzanne Adité pour la première partie. Et juste après cela, nous allons pouvoir poser des questions comme cela se doit à la personne recommandée, c'est-à-dire notre invité spécial et expert, notre psychologue clinicien qui nous dira réellement ce que l'on peut définir lorsqu'on parle de suicide, lorsqu'on parle de dépression, quelle est la différence entre les deux notions, quels sont les liens entre les deux notions et comment on arrive justement à gagner sur cette lutte que nous mettons ou que nous menons au quotidien face à la dépression, mais également au suicide. Ils vont arriver sur le plateau en musique, bien sûr accompagnés de la régie. Et donc, si tout le monde est prêt, c'est parti pour Miss Ruth Dionou, Mr. Sagat, Madame Suzanne Adité. Juste d'un fauteuil pour bien équilibrer. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Maman Suzanne, est-ce que, entre-temps, lorsque j'étais en train d'introduire, quelqu'un vous a envoyé un message d'SOS? Parce que vous avez la tête plongée dans votre téléphone depuis tout à l'heure. Je me demandais, est-ce que c'est pas quelqu'un qui dit venez me sauver la vie? On en rigole en début d'émission, mais en fait, c'est un sujet tellement grave, la question du suicide, et j'ai toujours l'impression qu'on n'en parle pas assez. Alors, avant de vous passer la parole, permettez-moi quand même de remercier Miss Ruth, qui a tenu pendant longtemps tous les téléspectateurs en haleine, et il m'envoie te dire qu'il t'adore quand même. Pépite des pépites, on l'adore quand même. Comment ça va? Ça va bien, Océane. Bonjour à tous. Je suis ravie de te retrouver sur ce plateau. Tu as rapporté ta lumière, ton étincelle sur le plateau. Ah non, il y avait beaucoup de lumière par ici. Moi, j'ai fait que je suis arrivée pour faire simple, en tout cas. Et vous m'avez beaucoup manqué. Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlons de suicide. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas parler de suicide sans parler de dépression. Il va falloir mettre les deux notions ensemble. Mais je ne sais pas si vous avez connu des personnes autour de vous ou si vous-même, vous avez une expérience avec le mot suicide. Moi, je peux témoigner. Je ne le dis pas pour attirer l'attention sur moi, mais on a tous pensé à un moment donné de notre vie que notre vie n'en valait pas la peine, qu'on n'était pas bien né, on était né au mauvais endroit, que les gens nous regardaient de manière trop négative. Et on se disait, est-ce que je sers à quelque chose dans cette vie, dans ce monde? Est-ce que ma place, elle est véritablement, elle m'est réservée? Et on oublie en fait d'en faire appel à Dieu. On se dit, si je suis inutile... Non, maman, Suzanne, on va te donner un micro, t'inquiète pas pour ça. Si je suis inutile, autant m'en aller parce que je ne sers à rien. Est-ce que mes parents m'aiment? Et ce qui est encore plus criard, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui commencent à parler suicide. Avant, on avait la jeunesse qui parlait suicide. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui vous parlent de suicide et vous vous demandez où est-ce qu'ils ont appris ça. D'où leur vient le mot, d'où leur vient cette pensée du suicide. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà une personne ou a connu une personne qui a une expérience avec le mot suicide ou la dépression? Maman Suzanne. D'abord, je te souhaite la bienvenue. Merci, gracias mucho. Je suis heureuse que tu sois parmi nous aujourd'hui. Le suicide, même si on ne l'a pas eu dans notre famille,
c'est arrivé chez le voisin, c'est arrivé à côté. Et puis, Attends, il y a... je vais vérifier si le micro, il est... Ok, d'accord, il marche très bien. Il y a eu un certain moment où le suicide était à la mode. On apprend que ce garçon s'est suicidé parce que sa petite amie l'a laissé. Ouais. Cette fille s'est suicidée parce que son petit ami l'a laissé. l'a abandonné. Et en fait, on n'en parle pas, mais c'est courant. Et maintenant, la dépression, vraiment, c'est partout, la dépression. Tu entends quelqu'un dire, pourquoi je suis né? Je ne sers à rien. Ouais. Est-ce que ça vaut encore la peine? Ouais, c'est surtout ça. Est-ce que ça vaut encore la peine? Et même dans la Bible, on a entendu le grand prophète Élie dire, je ne suis pas mieux que mes pères, je veux mourir. Donc, on n'en parle pas, mais c'est courant. Il faut vraiment qu'on en parle. Mais par contre, c'était des notions qu'on n'entendait pas beaucoup, Sagat. Avant qu'une personne ne vous parle de dépression ou encore de suicide, c'est que franchement, la personne est arrivée, mais vraiment à bout. Aujourd'hui, c'est carrément un langage commun. C'est au quotidien qu'on entend quelqu'un dire « je suis dépressif ». Est-ce que la personne comprend réellement la portée de ce mot? Est-ce que la personne comprend déjà le mot de base? Je suis dépressive, je suis dépressif, je veux en finir avec ma vie ne sert plus à rien, j'en ai marre. Est-ce que quelque chose n'a pas changé au fil des années, Sagat? Alors, beaucoup de choses ont changé. Et la société africaine n'est plus la même société qu'avant. Avant, c'était chacun pour tout le monde, en fait. Il y avait la famille autour de vous. Et aujourd'hui, on est connecté, mais loin des autres. Avant, quand un enfant avait un problème, il pouvait recevoir le soutien d'une personne à l'extérieur. Mais aujourd'hui, plus personne n'a le temps pour personne, en fait. Les seules personnes qui vont t'écrire, Océane, ce sont les personnes qui ont besoin de toi à l'immédiat. Mais plus personne ne prend le temps de réellement s'intéresser à toi. Et aujourd'hui, l'outil informatique, les réseaux sociaux nous tuent à petit feu. Comment ça nous tue? On va voir Océane avec une belle voiture, avec des belles réalisations. Je vais commencer à vouloir être Océane, en fait. Or, au fond, Océane ne s'est pas fait en un seul jour. Océane s'est fait en 20 ans, en 30 ans. C'est le résultat de 30 ans de carrière. Je vais me dire, non, Océane a monté une chaîne. Je vais monter la chaîne et connaître l'échec, abandonner, et la dépression vient. Or, au fond, ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle a rencontré beaucoup d'échecs, en fait. Mais maintenant, comment est-ce qu'elle a fait pour surmonter ces échecs? Il y a eu peut-être ses parents qui l'ont soutenue, il y a eu la prière, il y a eu Dieu, et la famille, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on va écouter 2-3 petits conseils sur Internet et tout. On s'éloigne de tout le monde. Les mauvais coachs Justement. avec des formules un peu charlataniques, si je peux me permettre le mot, qui vous disent que vous pouvez vivre dans une société individuelle. Voilà. Alors que l'individualisme, aujourd'hui, c'est le premier gros piège, en fait. On a toujours besoin de l'autre personne en face de nous. D'accord. L'homme est un animal social. L'homme ne peut pas vivre sans les autres. C'est impossible, en fait, pour l'homme de vivre sans les autres. Mais la société dans laquelle nous sommes, Océane, franchement, les gens s'intéressent de moins en moins aux autres. Ce qui fait qu'il y a une personne qui est à nos côtés qui souffre. Pour nous, quand tu dis, elle a dit, ça va, bon, automatiquement, tu te dis, ça va, en fait. Mais tu ne veux pas essayer de voir, mais ce sourire-là n'est pas aussi vif que la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'elle ne me sourit pas aussi profondément? Prendre le temps de lui sortir de sa zone de confort, l'inviter à une plage, à parler et tout. Mais tu sais, moi j'ai rencontré une dame qui était à 2 pas du suicide. Moi, j'ai un club de lecture. La dame intègre mon club de lecture. Je lui dis, mais je constate que vous n'envoyez pas les rapports. Elle me dit, c'est vrai, je suis en train de traverser une période difficile. Je ne l'ai jamais vu ni d'Adam ni de Ève. Après, je lui ai dit, mais moi, je suis là, je peux vous écouter. Elle me dit, vraiment? J'ai dit oui, madame. Et je lui propose de lui rappeler. Et quand je rappelle la dame me fait comprendre qu'elle a subi comment on appelle ça, OV, c'est-à-dire une grossesse extra-utérine, un truc comme ça. Et elle était à 2 portes, en fait, de partir, en fait. Et du coup, je ne l'ai jamais rencontrée, je l'ai invitée à discuter avec elle, mais elle a pleuré à chaudes larmes ce jour-là. En fait, en vérité, elle avait juste besoin d'une personne. Pour l'écouter. Et comme je le dis, cette dame, par exemple, elle ne pouvait peut-être pas en parler à l'homme de sa vie parce qu'il ne comprendrait pas
ses émotions. C'est de la même manière que nous avons un collègue au travail qui vit ou qui traverse des choses, mais qui n'oserait pas parler. Parce qu'on va se dire, mais c'est quand même je sais pas, le plus intelligent parmi nous. Comment il peut parler de dépression? Comment il peut se sentir mal? Oh, mais en fait, il y a tellement de jugements que finalement, on se dit, bêta, je me tais, je ne parle pas, mais je le vis intérieurement. Sauf qu'en vivant intérieurement ces situations, vous accumulez. Et quand vous accumulez, un beau matin, vous allez exploser. Oui. Ce qu'on ne sait pas de la dépression, c'est que vous savez comment ça commence, mais le jour où ça va monter d'un cran, vous ne savez pas. Vous commencez par vous enfermer, vous aimez l'obscurité, vous allez choisir la solitude, vous allez commencer par vous lasser, ça vous fait rentrer dans le burn-out. Et finalement, vous sentez que votre existence n'en vaut pas la peine. Justement. Dès l'instant où vous vous dites, franchement, je ne sers à rien, c'est fini. Vous êtes déjà aux portes ou à la porte du suicide. Aujourd'hui, quand on a lancé cette émission, il y a un jeune artiste togolais, un jeune artiste et producteur, qui, il y a de cela quelques années, a été sauvé du suicide in extremis. C'était à 3 heures du matin. Parce qu'il m'avait envoyé un message les jours précédents auquel je n'avais pas répondu. Et bizarrement, à 3 heures du matin, je me suis réveillée. J'ai pensé à lui. J'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé un message. « Ah, j'ai vu ton message, je suis désolée, je n'ai pas répondu à temps. J'espère que ça va bien. » Et fortuitement, il était connecté, il m'a répondu « Je vais bien, je suis connecté. » « Ah, mais pourquoi tu ne dors pas? Il est 3 heures du matin. » « Non, je ne dors pas parce que je pense à ma vie. » « Ah, tiens donc, elle a quoi à ta vie? » Océane, figure-toi que ma femme m'a quittée. Elle est partie avec nos enfants. J'ai perdu mes portes de financement. Mes activités sont tombées à l'eau. J'ai l'impression que tout s'est donné le mot pour que ma vie se passe très mal. Je ne me sens plus homme, dans ma peau d'homme, parce qu'une femme, quelque part, parle de moi comme si je ne valais rien. Mes enfants qui étaient mon réconfort, je ne les vois pas. Je n'ai pas d'argent pour ne serait-ce que leur envoyer à manger. Donc, ma condition de père de famille, je ne l'ai plus. J'ai l'impression de ne servir à rien. Clopin, dans la discussion, je lui ai fait comprendre que ce que tu vis n'est pas pire que ce que quelqu'un d'autre vit. Et moi, je lui ai raconté quelques petits pans de ma vie. Tout le monde a connu des moments difficiles où tu as même cherché du pain que tu n'as pas trouvé. Oui. Et je lui ai fait comprendre que voilà, la personne que tu as en face, ça peut être maman Suzanne, ça peut être Sagat, ça peut être moi-même Océane ou encore Ruth. Nous traversons des moments difficiles où c'est tout à fait normal que nous ne nous sentions pas à la hauteur. Mais cela ne nous emmène pas à se dire que je n'en vaux pas la peine. On me dit chez nous, les choses peuvent changer automatiquement. Mais c'est surtout la conception que tu as d'une chose qui fait que cette chose s'améliore ou pas. Et donc, le jeune, il s'est vraiment libéré. Il m'a raconté son histoire ce matin-là. On a parlé pendant longtemps. Vers 4 heures du matin, moi, je voulais me recoucher et je lui ai souhaité une bonne nuit. Il m'a posé la question de savoir pourquoi je lui ai écrit à l'heure-là. Je lui ai expliqué que je ne sais pas. Je me suis réveillée, j'ai pensé à toi, je t'ai écrit. Et là, il m'a envoyé une photo d'une tonne de médicaments qu'il s'apprêtait à prendre à 3 heures du matin pour mettre fin à sa vie. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi tu m'as écrit, mais parler avec toi vient de me sauver la vie. J'avais juste besoin de quelqu'un qui ne me jugerait pas, qui ne me condamnera pas, et tu as joué ce rôle et tu m'as sauvé la vie. Moi-même, je suis passée par là, où on se dit, franchement, il faut que je passe par le suicide pour couper court, en fait. Et je sais qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui suivent cette émission qui ont eu cette pensée avant même que le coq ne chante ce matin ou que le soleil ne se lève. C'est à vous qu'est destinée cette émission ce matin. L'émission a été inspirée par la vie d'un de nos confrères journalistes. Comme je le dis, il a traversé tellement, comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort, qu'il s'est retrouvé aux portes de la mort et il s'est dit, bon, ça y est, il faut que j'y aille. Mais il a fait un geste qui lui a sauvé la vie. Il a décidé de parler sur les réseaux sociaux. Pas parce qu'il voulait jouer la star, mais c'était pour lui la seule arme, en fait. Il voulait évacuer d'une manière ou d'une autre. Et donc, il laissait de petites phrases qui attiraient l'attention de ceux qui réfléchissaient au-delà des lignes. Et c'est comme ça qu'on est allé vers lui. Son histoire va nous inspirer, va vous inspirer. Aujourd'hui, il est sorti de cette zone
vraiment de turbulences. Et il a décidé de dédier sa vie à aider d'autres personnes à retrouver leur chemin. On va aller avec le magnéto pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi nous avons choisi ce sujet aujourd'hui. Et nous allons également faire monter notre expert qui a beaucoup de choses à nous dire par rapport à la question de la dépression et du suicide. En images. La dépression, bien que souvent méconnue ou minimisée, est une réalité qui touche de nombreuses personnes au Togo. Derrière les sourires et la solidarité qui caractérisent la société togolaise, certains souffrent en silence, freinés par le manque de sensibilisation et une difficulté à mener une vie quotidienne normale, pouvant entraîner le pire qui est le suicide. On se souvient du cas récent, Kwasi Panou, qui a été sauvé de justesse d'un drame parce qu'il a osé parler. Comme si je voulais effacer le monde entier. J'étais fatigué. Pas fatigué du corps, mais fatigué de l'intérieur. La dépression et le suicide sont des enjeux préoccupants au Togo, où le phénomène semble en augmentation. Et face à cette situation, il est essentiel d'ouvrir le dialogue, de briser les tabous et d'encourager les Togolais à reconnaître l'importance de la santé mentale. Sensibiliser, écouter et soutenir sont les premières étapes vers une meilleure prise en charge et une société plus bienveillante. Aujourd'hui dans la pause, on ouvre le débat avec les experts au plateau. On a l'opportunité de faire évoluer les mentalités, car personne ne devrait affronter la dépression seul. Personne ne doit affronter la dépression seul. Ils sont là pour nous aider. Et donc, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette émission le docteur Todro Kodjo. Il est psychologue clinicien de santé. Nous allons déjà définir ce que ça veut dire et ensuite parler de la question de la dépression et aboutir au suicide. On va se mettre debout pour l'accueillir. C'est notre invité en musique. Docteur Todjo, comment vous allez? Je vais bien. Non, il est bien allumé. Le micro ne s'est pas suicidé, il va bien. Il est bien vivant. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous étiez déjà passé une première fois. Cette fois-ci, on a décidé d'approfondir un sujet assez délicat avec vous, la question du suicide, la question de la dépression. Et donc, ma toute première question va donc à votre endroit. À quel moment déjà est-ce qu'on peut parler de suicide ou que le suicide est lié à un environnement toxique ou négligent? C'est quoi un environnement toxique ou négligent? Bon, un environnement toxique, c'est, je dirais, un environnement qui ne permet pas l'épanouissement de l'être. C'est un environnement dans lequel les relations humaines ne sont pas saines, je dirais, où il y a de la haine, où il y a le mépris, il y a les violences et beaucoup d'autres choses qui pourraient créer du mal auprès de ceux qui vivent dans cet environnement. Et ces genres d'environnement ne sont pas de nature à favoriser le bien-être mental et même physique de l'être. Et quand un sujet se retrouve dans cet environnement, pendant longtemps, il se bat parce qu'à chaque fois, il doit se défendre pour ne pas être englouti, pour ne pas être anéanti par cet environnement. Et quand il finit par s'épuiser, à force de faire des se battre, efforts, oui. Soit il décide de fuir, soit, bon, il peut décider partir complètement de ce monde parce qu'il n'en peut plus. Voilà. Donc là, il va penser au suicide directement. Oui. Alors, en tant que psychologue clinicien, docteur, je suis curieuse de savoir aujourd'hui le taux de suicide en fait, dans notre société. Et je voudrais également qu'on fasse une comparaison entre ce qu'il en est aujourd'hui et ce qu'il en était il y a de cela quelques années. Est-ce que ça a grandi? Parce qu'à nous, on nous a dit que
parmi les rangs des jeunes, il y a plus de suicides qu'avant. Donc, je suis curieuse de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Ok, et je vais partir au niveau mondial parce que le suicide, ce n'est pas le propre du Togo. C'est quelque chose qui a, encore heureusement, quelque chose qui a existé et qui existe toujours. Et au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé, avec ses statistiques hospitalières, nous dit qu'il y a 800 000 personnes environ qui se donnent la mort chaque année. Soit une personne toutes les 40 secondes. Wow. Ça veut dire que le temps que nous sommes ici, là, alors, il y en a eu une tonne. Un certain nombre de personnes qui se sont suicidées déjà. Et les statistiques au niveau de chaque pays ou bien des continents même diffèrent. Et ce que nous avons en Afrique, le taux est beaucoup plus élevé. Et les statistiques récentes que j'ai consultées nous disent que sur l'effectif total des personnes qui se suicident dans l'année, tel que l'OMS l'a annoncé, 70% se retrouvent dans les pays africains. Ça veut dire que le taux est plus élevé chez nous. Chez nous. Et pourquoi chez nous, alors? Est-ce que nous avons des facteurs qui favorisent le suicide beaucoup plus que les autres? Pourquoi c'est chez nous que c'est si augmenté? Bon, je n'ai pas une raison concrète, mais nous savons que le suicide est corrélé avec les conditions de vie difficiles. D'accord. Et nous savons que dans nos pays, beaucoup vivent dans les conditions de vie difficiles. Et donc, on peut comprendre que le taux soit un peu élevé chez nous. Maintenant, concernant les disparités qu'on peut observer au niveau soit de l'âge, des tranches d'âge, nous savons également que, de façon générale, les personnes les plus âgées, c'est-à-dire au-delà de 50 ans, se suicident le plus. OK. Et au niveau du sexe ou du genre, je dirais, les hommes se suicident plus que les femmes. C'est-à-dire que les statistiques montrent que plus d'hommes se suicident que de femmes. Que les femmes. Maintenant, au niveau... les jeunes, on note quand même ces derniers temps un pic du taux des jeunes qui se suicident. Wow. Et les études que j'ai pu consulter mettent ça en relation avec l'usage des substances psychoactives, la fréquence des problèmes liés aux conditions de vie, par exemple le stress lié à la perte du travail ou bien au manque du travail, ou au chômage, le chômage, la perte d'un être cher et beaucoup d'autres choses qui se retrouvent chez les jeunes. Et donc cela pourrait expliquer le fait que ce taux-là, on observe un pic au niveau de la tranche d'âge des jeunes, d'âge compris entre 15 ans et 39 ans. Est-ce que ça veut dire, docteur, vraiment, vous me pardonnerez si je garde la parole, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une jeunesse un peu plus faible que la jeunesse qu'il y avait il y a peut-être une génération avant celle-ci? Parce qu'il y a une génération dans laquelle on n'a pas eu autant de suicides, mais vous l'avez dit, ces derniers temps, le pic l'indice a vraiment monté parce qu'il y a plus de suicides. Qu'est-ce qui fait la différence entre notre génération et la génération d'avant? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que les jeunes, ils sont très vite mis au devant de leurs responsabilités? Est-ce que c'est parce que les parents sont démissionnaires aujourd'hui? Peut-être qu'avant, les parents protégeaient leurs enfants jusqu'à 18 ans, 20 ans, avant de les laisser rentrer dans la vie active. Mais aujourd'hui, déjà à 15-16 ans, on te dit aussi, il dit, Gava, tu es déjà trop âgé, tu as l'âge de ramener de la nourriture sur la table. Est-ce que c'est peut-être ça qui a changé? Je comprends. Oui, il faut quand même reconnaître que les problèmes sociaux sont énormes de nos jours. La société traditionnelle d'avant n'avait pas quand même tous les problèmes que nous avons. Avant, on trouve un champ,
on en cultive, Tout on le monde finit, on mange. a un âge donné, on se marie. La vie est beaucoup plus facile. Maintenant, avec le développement, on met les standards beaucoup Très plus haut. hauts et puis ça nous crée du stress. Et le jeune est justement, la pression sociale est tellement forte que on peut comprendre que les jeunes soient à un moment donné dépassés. Et on accède peut-être très rapidement à la vie active. Et quand on n'est pas tellement mature, de nos jours, on a des jeunes qui déjà disons, à 25 ans, ils ont fini leur études et ils accèdent à des postes de responsabilité élevés Ouais. où il y a la pression, où ils doivent être à la hauteur. Et tout ça là, des fois, c'est difficilement qu'on arrive à les gérer. Et donc, cette pression sociale-là pourrait expliquer également le taux de suicide élevé chez les jeunes. S'il va y rentrer, où on va parler terre à terre, je subis de la pression, ou voilà, je me retrouve en tant que jeune femme dans la société. Comment je fais pour ne pas subir la pression externe qui vient? Comment je fais pour ne pas m'imprégner de tout, je sais pas, de toutes ces choses qui peuvent psychologiquement me mettre à mal? On est dedans. Je dois travailler. Et au travail, il y a de la pression. D'ailleurs, on nous demande de travailler sous pression, on coche. Voilà, on coche. Donc, comment je fais pour ne pas subir les conséquences, en fait, de cette modernisation, de ce monde qui évolue dans son sens? Oui, je pense que on ne peut pas se soustraire complètement de ces pressions-là. Mais on doit s'armer pour pouvoir faire face. Les Anglais vont dire to cope. You have to cope. Affronter les situations adversives qui se présentent à vous. Et si nous prenons dans le monde du travail, il y a la pression. Mais nous devons régulièrement faire une auto-évaluation de notre santé mentale et voir est-ce que mes stratégies que j'utilise me permettent d'être vraiment à l'abri du stress chronique. Et cette évaluation-là doit nous amener à réajuster continuellement nos manières de faire. Si nous avons une façon de fonctionner où on se met la pression, on se dit il faut que je sois au-dessus d'un certain nombre de standards, de valeurs et tout. Bon, si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met la tête dedans jusqu'à ce qu'un jour, on finisse par faire une crise? Ouais. Donc, il faut tout le temps s'évaluer pour voir est-ce que les défis que je suis en train de vouloir relever, est-ce que j'ai réellement les moyens pour pouvoir le faire? Et à un moment donné, reconnaître qu'actuellement, on n'a pas les possibilités ou bien on n'a pas les moyens. Il vaut mieux attendre. Et le fait de pouvoir enlever un peu le spa pour souffler, ça nous permet quand même de toujours continuer à avoir la tête sur les épaules. Ouais. Et il y a beaucoup de choses, on peut assainir notre vie. Des fois, on s'entoure de beaucoup de choses. Comme le dirait quelqu'un, on s'encombre. On s'encombre. Et à un moment donné, on ne s'en sort pas. Ouais. Donc, et surtout, le problème est qu'on ne s'évalue pas. On est là, on vit seulement sans jamais prendre le temps de faire une évaluation de soi pour voir qu'est-ce qui ne va pas, parce que la santé mentale, des fois, elle est complètement ignorée, négligée. Ouais. Et quand on a un mot de tête, un mot de ventre, par exemple, rapidement, on va chez le médecin. Ouais. Mais quand on se sent triste à un moment donné, on ne se demande pas qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi. On pense que ça va passer. Mais on ne considère pas ça comme étant une maladie, en fait. C'est ça. Je ne me suis pas bien levée. C'est ce qu'on dit, non? Je ne me suis pas bien réveillée aujourd'hui. Il me faut ou bien gamla signo. Ça, c'est une maladie commune à tous. On met tout sur de l'argent. Voilà, et gamla signo. Donc, je ne suis pas de bonne humeur, mais alors qu'en réalité, ça peut cacher quelque chose de plus grave. De plus grave. On vit des situations au boulot et des fois, on a l'impression qu'on tient bon, mais on devient irritable, on n'arrive pas à trouver le sommeil le soir
Mais ça ne nous dit rien. On continue par fonctionner, par faire comme on peut, quoi. Jusqu'au jour où on finit par tomber au boulot. Et c'est là qu'on commence par se poser la question, qu'est-ce qu'il a eu? On va dire, c'est une poussée hypertensive, on l'amène à l'hôpital, on le soigne. Mais le côté santé mentale est on laisse toujours là. oublié. Donc, on soigne le physique, la personne revient encore. Mais toujours dans les mêmes conditions. Et ça maintenant, ça agit sur sa santé par mentale. Agir sur lui. Et si les chiffres tensionnels sont vraiment élevés, et on prend les médicaments, on se dit, il est devenu hypertendu. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Ça, on ne pose pas cette question. Ça fait beaucoup de choses. On ne pose pas cette question. Et je pense que c'est le lieu d'attirer l'attention des uns et des autres. Et si nous changeons à un moment donné, on sent que nous n'avons pas la joie de vivre. C'est une maladie. Ou bien c'est un signe qui doit nous alerter que nous avons un problème de santé mentale. Et ça aussi, on consulte pour ça. Oui, on consulte. Docteur Todjoro, si ce n'est qu'une première partie de notre interview, j'aimerais également qu'on puisse toucher le volet social, parce que le volet social, maman Suzanne, elle s'y connaît très bien, Sagat également. Le noyau familial a une importance capitale, en fait, dans notre éducation. Et je le disais tantôt qu'aujourd'hui, on a l'impression que les parents responsabilisent leurs enfants trop vite et trop tôt. Même lorsque les enfants sont à la maternelle, on voit déjà comment est-ce qu'on crée, ou les parents créent de la rivalité entre leurs enfants et les enfants des autres. Et ce sont des manières que nous pensons en fait donner ou inculquer aux enfants pour les aider à grandir, mais qui peuvent représenter en réalité des pièges à leur évolution, surtout à la santé mentale. Alors, en famille, comment est-ce qu'on doit aborder la question de l'éducation des enfants, maman Suzanne? Une petite fille de 6 ans m'a dit un jour qu'elle est deuxième et qu'elle n'est rien. Wow. Vous entendez cette phrase? 6 ans, je suis deuxième, je ne suis rien. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête d'un enfant, ça? C'est ça. Je lui demande, pourquoi tu dis ça? Elle dit que son papa lui a dit qu'elle devait être première. Donc, elle est deuxième, elle n'est rien. Et je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit, mais tu es quelque chose. Vous êtes combien dans la classe? Elle me dit le nombre, l'effectif, voilà. Et je lui ai dit, mais sur cet effectif-là, tu es deuxième. Et tu penses que tu n'es rien, mais tu es quelque chose. Et pour moi, tu es quelqu'un de très important. En plus. Et elle me regarde d'un air étonné. Je lui dis, oui, tu es jolie, tu es intelligente, tu as de la valeur pour moi et pour tes parents aussi. Elle respire profondément. Et après, j'appelle ses parents et je leur dis que mais c'est dangereux ce que tu es en train de dire à ta fille. Mais pourquoi tu lui dis que si elle n'est pas première, elle n'est rien? Elle n'est rien. Ça casse automatiquement. C'est ça. Mais le papa tombe des nues. Lui, il pense que c'est pour aider sa fille, en fait, il est en train à faire de des efforts. Ouais. Voilà. Mais je lui dis que tu le fais de la mauvaise des manières. Justement, maman Suzanne, permettez-moi de vous reprendre la parole. Je vais encore aller vers le docteur Todjoro. Est-ce qu'il y a des signaux que l'entourage peut créer ou alors ignorer lorsqu'on parle, par exemple, de dépression? Ici, on a un père de famille qui, à travers une parole, a conditionné en fait la santé mentale de son enfant. Mais est-ce qu'il y a des manières que nous, en tant que parents, nous avons qui peuvent créer du mal-être auprès de nos enfants sans que nous ne nous en rendions compte? Ça peut être les bâtons. On dira, oh, pour mieux donc on frappe les enfants aujourd'hui. Ça peut être des mots durs. Papa qui voudrait que tu sois le premier de la classe te dira, si tu n'es pas premier, tu n'es rien, par exemple. Est-ce que ça agit autant sur la santé mentale? Oui, et ça agit beaucoup. Parce que les enfants sont des êtres en développement et ils doivent se forger une personnalité. Et tout ce que l'enfant subit dans son cadre familial surtout contribue donc à forger cette personnalité future-là. Et donc, quand il y a des mots comme « tu ne vaux rien » ou des dévalorisations, des insultes, ça agit beaucoup sur l'estime de soi
de l'enfant. Et quand il y a des flagellations, c'est frapper quelqu'un ou les violences physiques, c'est l'humilier au plus extrême. Et donc, c'est des comportements des parents, des fois, qui agissent beaucoup sur le développement de la personnalité des enfants. Et les parents doivent savoir combiner la gratification et la frustration. Parce que nous savons que l'éducation est à la fois la gratification et la frustration. Ouais. Un enfant qui n'a jamais été frustré, c'est un problème, c'est une bombe. Parce que la société même est pleine de frustration. Et il faut apprendre à vivre avec les frustrations aussi. Et donc, il faut savoir comment combiner les deux en tant que parent pour que l'enfant puisse savoir apprécier ce qu'on voudrait, les valeurs quand même, oui, les valeurs qu'on voudrait qu'il s'approprie. Ouais. Et donc, si on sait bien le faire, on va faire un enfant qui est équilibré et qui sait bien fonctionner. Mais si on ne sait pas les combiner, on risque de créer des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi. Et ces problèmes-là, ce sont des points de fragilité de l'être. Quand vous avez déjà un problème d'estime de soi et quand vous vous retrouvez dans une société qui vous martèle, vous êtes foutu. C'est-à-dire que vous avez tous les problèmes, quoi. Tous les problèmes peuvent venir se greffer sur les problèmes d'estime de soi. Et ça ne fait que vous pousser à bout. C'est ça. Sagat, nous, on est jeunes. Hein. Et puis, nous avons des gens, ce sont nos amis, c'est parmi nos amis qu'on en a qui sont suicidaires. Oui, et ça nous emmène à faire un travail également parce qu'on est déjà, nous, occupés à chercher de l'argent, à régler nos problèmes. C'est ça. Et vous nous demandez d'aller aussi faire attention à nos amis, ce qui peut être quelque part un peu égoïste parce qu'on se dit, ben, on a tous nos problèmes, ils ont pratiquement les mêmes problèmes que nous, on a les mêmes âges. Pourquoi est-ce que je devrais, moi, me mettre de côté pour aller m'occuper d'un ami parce que lui, il n'arrive pas à faire face à la vie? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est un peu chochotte? Tu n'es pas un homme comme il faut, ainsi de suite, en fait. C'est de la stigmatisation, je suis d'accord avec vous. Alors, Sagat, est-ce que vous pensez qu'un jeune peut être profondément soutenu ou tout de même, malgré toute l'attention qu'il a autour de lui, il peut quand même braver tout ça ou alors avoir tout ça, mais aller quand même se suicider, penser au suicide et aller jusqu'au bout? Bien sûr. En fait, quelqu'un peut avoir toute l'attention, toute la lumière sur la personne et aller se suicider, en fait. Justement parce que ce n'est pas ce qu'elle demande en ce moment. Parfois, ce dont la personne a réellement besoin, c'est de pouvoir se retirer. Elle veut juste être en face avec elle-même, en fait. Mais voilà que vous êtes en train de lui couvrir d'amour, de câlins et tout ça. Ce n'est pas ce qu'elle demande. Elle demande juste de vivre en mode ermite. Discuter, écouter son subconscient. Parfois, moi, je suis choqué de voir des gens qui veulent, c'est-à-dire son corps, son être tout entier lui demande de pouvoir se retirer. Il a peur de se retirer parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qui va faire ce travail à ma place? Si je ne le fais pas. Franchement, si tu n'es pas à 1000%, ce travail-là ne sera pas fait. On te demande de pouvoir te retirer. Et c'est la raison pour laquelle les gens dans mon entourage, parfois, ceux qui me rencontrent, me connaissent récemment, sont choqués de voir qu'il y a des moments où je bloque tout, j'éteins tout, je me retire. Pour au moins 2 semaines, ensuite je reviens en fait, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de vider mon sac. Je ne suis pas ce genre de personne qui va venir voir quelqu'un, dire j'ai tel problème en fait. Ah, toi, tu ne vas pas chez le psychologue? Non. Pourquoi tu ne vas pas chez le psychologue? En fait, parce que j'ai besoin en fait, de savoir pourquoi est-ce que j'ai ce problème. Je fais des rétrospections très profondes. Surtout la période de mon anniversaire. Pendant ces 1 semaine-là, je me renferme autour de moi-même pour essayer de comprendre, écoute Sagat, tu étais à ce niveau, actuellement tu es à ce niveau, l'étape prochaine, quels sont les pas que tu vas pouvoir poser? Mais ça, c'est parce que Sagat, vous avez la possibilité de faire ce travail. D'autres personnes, et la majorité, n'ont pas la possibilité de faire ce travail. Et là où je trouve que c'est dangereux, je vais encore revenir. Ruth, elle a une liste de questions pour vous, ne vous inquiétez pas pour elle. Je vais encore revenir au docteur. Le besoin de se retrouver seul peut être également la manifestation d'un mal-être profond. Parce que Sagat dit que lui, il a besoin de se retrouver seul quand vient la période de son anniversaire. Mais quelqu'un d'autre aura envie de se retrouver seul
au quotidien, ce qui est une manifestation de la dépression, n'est-ce pas, Justement. docteur? Et là, ça devient dangereux. Ah, tu vois. Mais docteur, Paradoxe. oui, Ah, vous pouvez aller. docteur, je veux poser une question. Oui. Ça peut être aussi une consultation. Oh, non, non, non. Tu as dit que tu ne vas pas chez le psychologue, tu ne profites pas. Non, Vas-y. pour des personnes qui sont peut-être comme moi, Hmm. personnellement, je répète encore, moi j'ai besoin, à un moment donné, de me retirer. Je suis constamment au milieu des gens, constamment. Mais quand je sens que ma période où je dois vivre en mode ermite arrive, je coupe tout. Pendant au moins un mois, je suis soit à l'église, soit dans un village. Et quand je reviens, je suis profondément connecté avec moi-même et rayonnant en fait. Maintenant, est-ce que pour moi, c'est un danger? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un danger. Je dirais que c'est une stratégie pour vous de pouvoir se ressourcer. Et c'est conscient. Mhm. C'est conscient. Vous êtes conscient que actuellement, j'en ai de trop. Il faut que je me retire pour me consacrer à moi-même, Ouais. à ma vie intérieure, je vous l'ai dit. Et ça, c'est une stratégie. Mais dans le cas où vous êtes parmi les gens même, mais vous 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 sentez ne savez seul, même pas qui vous êtes, en fait. c'est ça. C'est en ce moment que ça pose problème. Vous vivez l'isolement. L'isolement, ça peut être physique, c'est-à-dire que vous quittez carrément, vous pliez vos bagages, vous quittez, vous vous réfugiez dans une ferme seul. Mais vous pouvez vivre l'isolement en étant comme ça avec les gens. Mais Parmi votre vous mettez la entourage. barrière, il n'y a plus de communication entre les autres et vous êtes enfermé sur vous-même. Ouais. Donc, les deux formes d'isolement existent. Mais dans votre cas, c'est carrément une stratégie que vous-même, vous avez développée pour se ressourcer. Et c'est une très bonne chose. Et souvent, les gens prennent du congé et ils se S'échanger les retirent idées. c'est ça, pour faire autre chose, pour se libérer l'esprit et tout. C'est tellement important pour nous. Et je pense que c'est pour cela que quand on travaille pendant un an, il faut prendre quelques jours de congé, bien sûr, pour aller se reposer, se ressourcer. Alors, En fait, c'est la oui, stratégie que Dieu nous demande. Mhm. Dans Ésaïe 40, vous marchez, vous ne vous épuisez pas, vous courez, vous ne vous fatiguez pas, vous renouvelez vos forces. C'est la stratégie de l'aigle. Quand il sent que ses plumes sont faibles, il se retire, repose. il va dans les montagnes et il enlève ses plumes faibles. Il les enlève, il saigne. Et il est complètement nu, il ne peut plus s'envoler. Et il attend là-bas. Pendant longtemps, il attend jusqu'à ce que ses ailes repoussent pour qu'il reprenne son envol. Donc, c'est la bonne stratégie. Dit comme ça, c'est intéressant. Océane, je peux compléter un petit truc par Oui. rapport à tout ce que les gens ont dit. Quand on parle de dépression, on pense toujours à la solitude. La dépression peut te pousser à vouloir une foule. Il y a des gens qui sont dépressifs et qui veulent tout le temps rester dans des foules, en fait. Et lorsque la foule disparaît, ils commencent à retrouver une grande tristesse au plus profond d'elle, en fait. Donc, tout ce que tu sens que tu fais et qui t'emmène à avoir une certaine tristesse, c'est déjà la dépression. Pour une autre personne, le signe de la dépression, c'est toujours vouloir rester En retrait. en retrait. Mais pour une autre personne, c'est toujours vouloir des foules, rester avec des amis. Oui, parce qu'on veut avoir de l'attention des Justement. gens. C'est manifesté comme ça. Justement. Si je suis au cœur, il y en a qui se jouent les stars, mais en réalité, c'est aussi un signe de mal-être profond. On veut toujours attirer l'attention des gens, on veut qu'on parle de soi, on veut faire des cadeaux aux gens. Vous avez toujours un personnage dans un groupe qui arrive, qui a ce magnifique sourire, qui vous donne toujours l'impression de n'avoir aucun problème, alors qu'en réalité, c'est le plus dépressif. Bien sûr. C'est celui qui a même des pensées suicidaires. Alors, moi, je vais lire rapidement quelques messages. Les parents doivent aimer leurs enfants à part égale. Ça aussi, ça emmène les enfants à ne plus avoir de la valeur ou ne pas se voir à la hauteur. Ils doivent aimer les enfants à part égale, sinon ça crée la jalousie entre les enfants et ça se termine par des suicides, ce qui est totalement vrai. Pour papa, je ne vaux rien. Pour maman, je ne suis pas à la hauteur. C'est ma petite sœur qu'on aime le plus. C'est mon frère qu'on aime le plus. Donc voilà, moi, je ne sers à rien. Et donc, autant en finir. Et puis voilà, tout le monde serait en paix.
Et ça, le message est signé Laurence depuis Badja, qui dit vraiment merci pour le thème d'aujourd'hui. Alors, nous avons également Rokeatou qui nous dit qu'elle a souvent des pensées suicidaires quand les choses ne vont pas comme elle le désire et qu'elle nous remercie énormément pour ce thème parce qu'elle voudrait qu'on puisse l'aider à savoir comment s'en sortir en fait quand ces pensées suicidaires arrivent. On parle des facteurs externes, mais en soi-même, comment on vit la dépression, docteur? Oui, et la dépression, et chez nous, il y a plusieurs signes qui nous fait penser à la dépression. Et comme le confrère l'a dit tout de suite, en Afrique, ce n'est pas seulement la tristesse qui est le maître symptôme de la dépression. Donc, quelqu'un qui déprime peut se retrouver avec des symptômes bizarres comme des douleurs lombalgie, par exemple, les douleurs au dos, les cervicalgies, et des douleurs souvent qui diffusent. Oui, ça peut être l'ulcère, ça peut être une douleur, mais ces douleurs sont bizarres. Ça, la personne pourrait te dire, bon, je sens la douleur au cou, et puis après ça s'irradie vers le dos, et tout ça finit vers les fesses, et des douleurs diffuses. Ça peut être également l'irritation. On constate qu'on devient irritable. La chose qui ne pourrait pas vous énerver, vous énerve. Et puis, vous constatez que vous avez un mal, justement, vous avez un mal-être intérieur. C'est tout comme vous ne vous sentez pas bien, mais vous ne savez pas ce qui a du mal. La cause, ouais. Donc, ces symptômes-là viennent le plus souvent chez nous. Et souvent, c'est dans une situation, ou bien il y a une situation qui déclenche la dépression. Et donc, c'est ce que nous cherchons. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une situation difficile que la personne a vécue, il y a eu la perte d'un être cher, le chômage, il y a la perte d'une situation sociale. On était ici, après on nous a dégradés, on est devenu si. Est-ce qu'il y a, on cherche ces situations-là en fait. Donc si on retrouve une situation comme ça, on se dit là il y a une dépression qui s'installe. Et nous savons qu'il y a des moments de déprime qu'on peut traverser et c'est des périodes passagères de ces symptômes-là ou bien de tristesse qui peuvent s'installer et puis partir. Mais quand ces signes-là s'installent durablement dans le temps, c'est dans ce cas qu'on parle de la dépression. Et enfin, en fonction d'un certain nombre de symptômes qu'on va regrouper dans le tableau, on va parler de dépression majeure ou de mineure. Il y a même des dépressions dans lesquelles on voit que la personne commence par délirer. Des attitudes de persécution qui vont, c'est tout comme tout le monde est contre moi. Ils pensent que, bon, ils sont là-bas, ils sont en train de parler un peu, ils parlent de moi. Des idées comme ça qui vont commencer par et qui peuvent faire objet de conflits. Dans la même cour, on va se dire que tous sont ligués contre moi. Et ils ne font que parler de moi. En société, en entreprise, ça peut être facilement et la personne peut aller même jusqu'à les agresser. Moi, j'ai eu des cas où la dame a failli poignarder une dame parce qu'elle se dit que c'est elle qui colmate toutes les informations dans sa chambre et qui l'amène dans le grand public chez les autres locataires. Donc, et là, la dépression est déjà à un niveau... c'est une grande dépression, une dépression majeure. Est-ce que ça peut... Vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce que ça peut ouvrir la porte à la folie pour de vrai? Oui, ce que nous appelons la folie, souvent, c'est la schizophrénie. Ça, c'est carrément une autre maladie mentale grave. C'est ça, c'est la schizophrénie. C'est ce que nous appelons la folie, où on devient carrément fou, on délire, on a des propos incohérents, on fait des bizarreries, on peut se déshabiller et tout ça. Il y a plusieurs types de troubles
comme ça, dans ce tableau-là, et qu'on ne va pas quand même dévoiler. Donc, il y a les troubles bipolaires et tout ça là. Et c'est des tableaux qui se ressemblent, mais qui sont quand même à différencier en fonction d'un certain nombre de symptômes. Vous avez parlé de bipolarité. Nous on voit la bipolarité, c'est comme un effet de mode. Hein. En fait, les gens ils disent Sagat, il est bipolaire. Ah oui, je suis bipolaire. C'est un truc de. Voilà, c'est un truc de. C'est pas de la blague. Hein. Alors que la bipolarité est encore plus grave. Vous avez une personne qui souffle du chaud et du froid à tout moment. Le matin, tout va bien. À midi, c'est une autre personne. Le soir, c'est encore une autre personne. Et je trouve aujourd'hui que la majorité d'entre nous est bipolaire. On change d'humeur comme le climat ces derniers temps. Mais le climat même est plus stable que nos humeurs, je vais dire. On change d'humeur très vite. Est-ce que nous tous, docteurs, nous sommes bipolaires? Pas du tout. Ah, ça rassure. La bipolarité, c'est un tableau bien spécifique. Bon, c'est par abus de langage qu'on peut dire. Bon, on peut changer. C'est normal même de changer d'humeur. Hein. Oui. L'homme doit changer d'humeur en fonction des situations. Et c'est ça qui est normal. S'il y a quelque chose de joyeux qui est arrivé, il faut que tu sois joyeux. Sinon, ça paraît très bizarre. Ouais. Et quand c'est quelque chose de triste qui arrive, il faut être triste aussi. Vive les émotions. On doit ressentir la tristesse. Ouais. C'est ça. Mais le tableau de bipolarité même, c'est un tableau psychotique et carrément pointu où la personne manifeste des troubles qui ont tendance à aller soit vers la manie ou la grande joie, l'euphorie. À un moment donné, il est euphorique et à un moment donné, il devient mélancolique. Carrément, les deux pôles sont là, quoi. Et quand il y a des moments où il s'installe durablement dans la mélancolie, où il se ferme, il délire, et il est triste et tout. Et à un moment donné, il devient euphorique. Il peut prendre ces choses et les distribuer aux gens, la prodigalité. Et il est joyeux, il touche tout le monde. Il est joyeux. Et puis, un coup, il coupe aussi. Il peut revenir ramasser tout ce qu'il vous a donné. Non, bon, c'est déjà passé. C'est pour cela que la loi protège les personnes qui souffrent de ce trouble mental. Quand on reconnaît que le diagnostic est posé par un psychiatre et on reconnaît que, voilà, telle personne a un trouble bipolaire et qui se retrouve dans cette phase de comment appelle-t-on, d'expression comment appelle-t-on, de mélancolie. Oui. Bon, pas de mélancolie, mais de manie, par exemple. On lui reconnaît que c'est les troubles qui ont fait qu'il a distribué la chose. Et donc, il peut récupérer tout. Il peut venir te donner les papiers de sa maison. Il dit que, bon, je te donne. Moi aussi, je suis bipolaire. Donc moi-même, je décide de garder. Ils vont devoir accepter ou admettre que moi-même, je suis bipolaire. Et donc, c'est dans ma bipolarité que j'ai refusé de donner les papiers du terrain. Non. Dans ce cas, la loi permet qu'on puisse récupérer tout ce qu'il a distribué pendant ce moment de maladie. Quand on n'a pas de l'argent. La bipolarité peut demander une femme en mariage. Et après, il va... c'est quelqu'un qui peut être stable par moment. Si des gens la personne est traitée, elle peut continuer par mener correctement sa vie. Se marier, aller au boulot, travailler et tout, quoi. Ruth, dis-nous. Oui. Nous, je pense que nous, on en a eu assez. Maintenant, c'est à toi d'aller avec les questions vers le docteur. Première question que je vais poser, ce sera à Monsieur Sagat. Voilà, déjà. Alors, dites-moi, est-ce que la bipolarité, bon, pas la bipolarité, hein, est-ce que la dépression, bien le suicide, des personnes qui en souffrent peuvent quand même aller le dire à quelqu'un et la personne va se dire non, il est en train de blaguer. Est-ce que ça peut arriver si une personne vient chez moi, me dit que je suis en train de souffrir de ça, je veux me suicider. Vu la manière dont la personne est tout le temps, tu n'as pas ressenti les symptômes, tu peux te dire que est-ce que ça peut arriver? C'est une bonne question pour le docteur et Sagat aussi. Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr, en fait. Tu sais, généralement, les gens ont tendance à nous évaluer en fonction du prisme
que nous les présentons tous les jours, en fait. Mais par contre, tout peut changer à tout moment. D'accord? Je peux perdre de l'argent et ne pas être de bonne humeur, développer en fait une vague de dépression suite aux mauvaises expériences que j'ai accumulées dans mon passé, en fait. Et quand je viens te voir, Ruth, pour te dire, bah, écoute, franchement, je suis dépressif et je pense que je vais mettre un terme à ma vie, ok? Il faut prendre ça au sérieux, en fait, parce qu'on ne joue pas avec. Et honnêtement, moi, j'ai essayé de me suicider 4 fois dans ma vie. Ouais. Ah, toi, t'es tu un n'as rien dit doyen. jusqu'à présent. Non, Il n'a rien dit. non, Ah non, lui, c'est un doyen. la première fois que moi, j'ai voulu me suicider, j'étais en classe de CE2. C'est que quand je te dis j'ai voulu, c'est même pas que... CE2, c'est même pas que j'ai pensé, hein, c'est que je passais à l'acte. Heureusement qu'il y a ma tante qui est rentrée dans la chambre. Il s'est passé... C'était quoi le... En fait, moi, j'avais une pression au niveau de mon père qui était exceptionnelle, en fait. Mon père voulait que je sois excellent à l'école. Et honnêtement, moi, j'ai eu ce qu'on appelle des intelligences retardées. Tu vois un peu. Moi, je n'étais pas brillant enfant. Tout ce que moi, je voulais, c'était m'amuser. Mais mon père voulait que tu sois au top, en fait. Surtout que... Justement, surtout qu'il y avait ma petite sœur qui est née dans notre père qui excellait. Voilà. Elle, facilement comme ça, elle te tape les moyens extraordinaires. Et moi, je voulais juste m'amuser, jouer au foot en fait. Et mon père, il ne comprenait pas ça. Et donc, tous les jours, j'étais frappé, mais avec une violence. Un jour, mon père m'a frappé et ma mère était là. Ma mère n'a pas pu supporter la violence. Elle s'est mise à pleurer et puis elle est partie. Et elle est partie, elle m'a laissé dans les mains de mon bourreau, en fait. En fait, pour elle, elle se dit, bah, si tu dois le tuer, tue-le. Voilà, justement, tue-le. Tu vois un peu, mon père me faisait citer des mots en français. Je me souviens, un jour, on avait cité près de 50 mots que je devais épeler. Et ce jour-là, j'ai manqué 14. Et il m'a demandé de faire le cumul. Je n'oublie jamais cette histoire. Il me dit, je fais le cumul, je lui dis, papa, sur les 50, j'ai manqué 14 seulement. Oh! La manière, je te jure, et la manière dont mon père m'a frappé. C'est-à-dire, sur 50 mots, j'ai trouvé ce qu'il fallait trouver, mais j'ai raté 14 en fait. J'ai trouvé 36 ça. Mon père, il m'a frappé d'une manière extraordinaire. Et ce jour-là, je suis rentré dans la chambre. Il y avait une corde que j'ai récupérée. Je suis rentré avec pour aller me suicider en fait. Et c'est maman Christiane qui va rentrer pour me dire, Jean-Marie, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois un peu. Et là, c'est en classe de CE2. En classe de CE2, je te promets. Et la deuxième fois que c'est arrivé, c'était en terminale, toujours avec mon père, en fait. Tu vois un peu. Mais après, quand je suis sorti de cette histoire-là, j'ai dit, plus personne ne rentrera dans ma tête. Plus personne. En fait, le problème, c'est lequel? C'est qu'on veut se comparer aux autres. Même la dame qui te dit, qui lors de ces business-là, elle veut se suicider. C'est parce qu'en fait, elle veut comparer sa vie à la vie des une autre personne. On n'a pas les mêmes cartes. Et je peux te garantir aujourd'hui, Océane, tous les enfants avec lesquels mon père me comparait, tu les mets ici, il n'y a pas photo. En termes d'intelligence, mais j'ai explosé, quoi. Je dis à mon père, je veux faire médecine. Mon père me dit que tu n'es pas assez intelligent pour faire médecine. Mais dans mon cabinet, je coach des médecins. J'emmène les médecins à retenir des choses extraordinaires parce que j'ai développé des compétences en mnémotechnique. Tu vois un peu? Donc, l'enfant peut être enfant, ne pas avoir un potentiel développé juste parce qu'il s'amuse. Donnez-lui le temps de pouvoir déployer ses ailes. Il y a des gens qui ont réussi leur vie à 70 ans. Chaque personne n'a pas la même heure. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train d'échouer. Oui, c'est vrai. Mais qui te dit que demain, tu vas échouer? Pourquoi est-ce que tu veux te suicider? Tu vois un peu? Donc, quand quelqu'un vient vers toi, pour répondre à ta question, quand quelqu'un vient vers toi pour te dire « je suis à bout », soutiens cette personne. Parce que le nombre de personnes que moi j'ai soutenues, je ne compte même plus. Et un jour, ce jour-là, c'est parce que ma grand-mère, elle m'a vu. Je partais me jeter dans un ravin. Elle m'a vu. Je te promets, elle m'a vu. Elle m'a dit, journalier, viens. J'ai dit, mais en fait, je suis dans une situation où, à chaque fois que moi, je vous dis que je n'ai pas fait quelque chose, vous continuez toujours à croire que je l'ai fait. Je te dis que je n'ai pas fait ça. Et donc, j'étais j'ai même pris du poison. Et c'est le médecin de famille, en fait, qui m'a donné une cure pour pouvoir le lavage, en fait. Et la dernière fois, j'ai dit, tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de montrer à papa que je suis une bonne personne. Je n'ai pas besoin de montrer à maman que je suis une bonne personne. Je fais ce qui me plaît aujourd'hui. Là, docteur, il a pris conscience
de son importance personnelle. Sagat, pardon, hein, je t'ai coupé, Oui. mais c'est important que le docteur sûr. rebondisse là-dessus, pas de souci. parce que c'est le travail que beaucoup de gens ne font pas. Et quel que soit l'âge, en fait, on a l'impression qu'on est dominé par ce que la pensée nous dit, et c'est la pensée qui nous conduit, alors que c'est nous qui devions normalement conduire notre pensée. Comment on C'est fait pour se l'esprit qui doit réapproprier conduire l'âme. sa personnalité? Comment on fait pour redevenir soi, prendre le dessus des choses? Oui, et si on suit bien son discours, on doit comprendre qu'il subissait la certaine pression pression. de son père. Ouais. Jusqu'à un jour où il s'est dit non, je ne dois plus continuer à subir. Je dois faire selon mes capacités, je dois faire selon ce que je désire. Et c'est en fait ça, de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on s'approprie nos situations. Ouais. Il faut qu'on élabore nos propres moyens de se défendre. Il faut qu'on fasse face aux difficultés que nous avons. Ouais. Prendre conscience, en fait. Ne pas se positionner comme des victimes. Ouais. En fait, Ouais. quand on se positionne comme des victimes, On c'est se tout comme... fragilise. Oui, ça nous a déjà... On est déjà pris dedans, on n'a plus les moyens, on ne peut plus rien faire. On abandonne. On abandonne complètement. Alors qu'à chaque situation, on doit ouvrir les yeux pour dire non, c'est plutôt moi qui dois maîtriser la situation. Je dois être capable de transcender cette situation-là. Et quand on se positionne, on lutte contre la situation, on trouve rapidement les moyens. L'horizon ne se ferme plus autour de nous. Ouais. Parce qu'entre-temps, c'est comme il n'a plus de choix, quoi. Le père lui a tellement mis la pression, il se dit non, je ne pourrai jamais être intelligent comme les autres. Ouais. Donc, il vaut mieux que je mette fin à ma vie. Est-ce que vous voyez? Alors que quand finalement il s'est dit non, et moi, je sais que j'ai d'autres capacités, j'ai d'autres valeurs. Je vais faire à ma manière. Je vais faire à ma manière. Je ne peux plus continuer par chercher à faire plaire à mon père. Ça. Et c'est cette décision-là qui l'a amené à devenir ce qu'il Lui-même. est aujourd'hui. Et c'est le travail que beaucoup ne font pas. Oui. Se Justement. regarder dans le miroir, prendre conscience de ses propres aptitudes, de quoi on est capable. Force, faiblesse. Voilà, je suis capable de ça. Ok, à tel niveau, je n'ai pas encore vraiment les aptitudes, mais je comprends que ce n'est pas la fin du monde, je peux m'améliorer. Je vais donc miser sur ce que j'ai de positif pour pouvoir évoluer dans la vie. C'est ça, en fait. Ok, je n'ai pas la même vie, je ne suis pas aussi... Voilà, je suis pas skinny comme Ruth Dionou, mais ce n'est pas pour autant que les gens n'aiment pas les apouchous. Donc, je retrouve mon petit monde, en fait. Ouais. Je crée mon petit paradis et je vis là-dedans. Au lieu de chercher forcément à devenir skinny comme elle, et comme ça ne vient pas au quotidien, je me mets de la pression. Un beau matin, je me dis, je veux être skinny, je ne suis pas skinny, donc je ne suis Personne. rien. C'est ça le truc. Et il y a encore un autre travail que je pense que la société ne fait pas aujourd'hui, docteur, c'est créer des mécanismes dans les entreprises, par exemple, pour accompagner le personnel. Parce qu'on a tellement d'entreprises aujourd'hui et tellement de personnes dépressives à des postes de responsabilité. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas de psychologue dans les entreprises. Ou c'est moi qui ne suis pas informée. Ils mettent sur, Il n'y a pas de la psychologue, demande. hein, docteur. Ils mettent sur la demande à pouvoir travailler sous pression, mais ils n'arrivent pas à Dès que tu suivre. coaches, c'est que c'est mort. Du coup, docteur, Oui, comment ça se passe? Bon, il y a certaines entreprises qui ont des psychologues. Moi-même, j'interviens dans un certain nombre d'entreprises et en tant que psychologue. Et les tests même recommandent Oui, d'avoir des psy. qu'on prenne des psychologues pour accompagner les travailleurs. Parce que le monde du travail même est plein de facteurs de stress Et de pression. et qui sont quand même de nature à éprouver profondément les travailleurs. Ouais. Et les tests du Togo même recommandent qu'on ait chaque année la visite médicale périodique dans les entreprises. Et au cours de cette visite médicale-là, on exige qu'on fasse une évaluation des risques psychosociaux, qui sont des risques en fait qui se retrouvent sur le lieu de travail et qui agissent sur la santé mentale des travailleurs. OK.
Et donc, les tests le recommandent, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas toutes les entreprises qui sont au pas par rapport à cette Les réglementation. entreprises ne sont pas au pas parce que les psychologues coûtent trop cher ou on ne veut juste pas se créer une nouvelle ligne de dépenses dans l'entreprise. Je pose la question, en fait, indirectement. Je veux savoir si les psychologues coûtent cher. Je veux savoir, docteur, ce qu'il va en être des prochains jours parce que nous-mêmes, on Non, va les consulter. psychologues ne coûtent pas cher. Les psychologues sont accessibles au Togo. Hein. Les psychologues ne coûtent pas cher. Et au rang du personnel qu'on déploie dans les structures de santé au travail, ce n'est pas seulement le psychologue. Il y a le médecin d'entreprise aussi. Ok. Et il y a le psychologue, il y a l'infirmier d'entreprise. Donc, c'est a priori les 3 spécialistes qui doivent se retrouver dans cette structure. Et je pense que ce n'est pas les compétences qui manquent. Peut-être que c'est au niveau des entreprises, peut-être les moyens et tout. Ils n'ont qui pas encore manquent, intégré ça dans c'est leur ça, politique justement. de ressources humaines. C'est ça. Une dernière question, docteur, pour le citoyen lambda. Le citoyen lambda, avec la pression aujourd'hui, quelqu'un vous dira qu'au Dagaro, les choses coûtent plus cher, le monde lui-même, il est plus cher, la pression, elle est réelle. Et on a peut-être oublié de l'aborder, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec l'avènement des influenceurs et influenceuses, où des gens peuvent vous montrer une vie totalement toute faite. Et ça draine la mentalité de toute la jeunesse vers cette vie falsifiée-là. Comment on fait pour maîtriser les gens? Parce que c'est parce qu'on n'arrive pas à se confier à des psychologues que vous avez des cas de viol, vous avez des cas de meurtre, vous avez plus de banditisme qui gagne du terrain, et vous avez également le suicide qui vient se rajouter. Quel est le travail que les psychologues font pour pouvoir aider la société à devenir plus équilibrée au quotidien? Oui, et ce n'est pas seulement les psychologues. Et je pense que l'Organisation mondiale de la santé, de nos jours, intègre, je dirais, dans ses plans d'action, l'aspect santé mentale et soutien psychosocial. Et chaque pays membre de cette organisation-là, dans les politiques de santé, intègre spécifiquement les programmes, ou bien les programmes de santé mentale. Parce que on reconnaît actuellement que les problèmes de santé mentale sont plus énormes que les problèmes physiques. Et l'ampleur de ces problèmes-là est beaucoup plus grand que les problèmes de santé physique. Et je dirais même que beaucoup de problèmes physiques que nous avons ont pour cause les problèmes de santé mentale. Voilà. Beaucoup de maladies chroniques, hypertension, les AVC, le diabète et tout ça là. Là-haut, ça ne va pas, donc ça agit sur le reste du système. Leur cause se retrouve au niveau des problèmes de santé mentale. Et ces problèmes de santé mentale viennent aggraver d'ailleurs les problèmes de santé physique que nous avons. Et donc, il y a un engagement qui est pris par chaque État à plusieurs niveaux pour qu'on puisse favoriser ou bien pour qu'on puisse aider les gens à mieux prendre en charge leurs problèmes de santé mentale. Il y a de cela quelques années, il n'y a que 3 ou 4 psychiatres au Togo. Aujourd'hui, on en a Mais de nos jours, il y a quand même un certain nombre, une dizaine quand même. Il n'y avait pas de psychologues pratiquement. Mais actuellement, on a beaucoup de psychologues sur le terrain. Et avant, les centres de santé mentale n'existent pas si ce n'est Zébé. Quand on parle de santé mentale, on l'associe d'ailleurs au trouble mental et c'est Zébé. Mais de nos jours, dans toutes les régions, il y a des structures de prise en charge des problèmes de santé mentale et il y a les spécialistes dedans. Donc, je pense que tout ceci est de nature à favoriser le dépistage, le diagnostic des problèmes de santé mentale et à mieux les prendre en charge. Et les psychologues sont dans ces structures-là
et sont disposés à pouvoir accompagner les gens. Donc voilà, maintenant, nous devons savoir qu'il y a un problème de fond au niveau culturel aussi à faire. Oui. Parce qu'il faut que la population même soit consciente des problèmes liés à la santé mentale d'abord. Parce que si on est toujours dans le déni, on pense que non, c'est normal. C'est normal. Quand on se retrouve dans tel état, ça va passer et tout ça là, on n'en fait pas un problème. On ne peut pas solliciter de l'aide. De l'aide, oui. Il faut qu'on cesse de stigmatiser ceux qui évoquent des problèmes de santé mentale. Et tout ça, c'est avec vous les journalistes, on va communiquer là-dessus pour que les gens puissent comprendre réellement ce que c'est que les problèmes de santé mentale, comment entretenir sa santé mentale et comment vraiment être aux aguets des alertes qui doivent pousser vers la demande de soins. Il faut que tout le monde soit sensibilisé par rapport à ça pour que finalement, on puisse considérer que ces problèmes-là sont comme les autres et qu'on puisse vraiment les maîtriser. Franchement, merci, docteur, d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. On l'a dit, santé mentale, dépression et suicide. Vous voyez maintenant qu'avec toutes les explications, le pont, il est direct. Hein. Le taxi, c'est un seul prix. Il n'y a pas à payer de transport, en fait. Aujourd'hui, vous allez souffrir de problèmes de dépression parce que vous n'avez pas fait un travail sur vous-même. C'est important de faire ce travail-là. Mais apprenez surtout à vous connaître, à savoir quelles sont vos aptitudes, forces et faiblesses, et misez sur vos forces. Parce que ce que vous pensez insignifiant, c'est ce qui sauve des vies ailleurs, c'est ce dont d'autres personnes ont besoin pour réussir leur vie. C'est vous qui voyez que vous ne valez rien. Ailleurs, les gens vous envient. Les gens vous envient, les gens voudraient le peu que vous avez, parce que c'est ça qui représente le tout pour eux. Alors réfléchissez un peu plus à votre vie et prenez grand soin de vous. Pour finir cette émission, je veux dire merci à tous ceux qui l'ont fait. Mr. Sagat, quand même, qui a accepté de témoigner avec sa propre vie, quand même, franchement. Et bravo pour le travail que vous avez abattu sur votre personne. Merci à maman Suzanne, Miss Ruth également et à la réalisation. Et moi, je dis, pour finir, le psychologue. Qui est le psychologue du psychologue, finalement? Merci. On se retrouve demain. C'était La Pause. Merci à tous.